Bonjour, je m'appelle Dimitri Gomez, j'ai 53 ans, je suis maître bottier dans l'enceinte de la maison Crockett & John, indépendant. J'exerce depuis une trentaine d'années mon métier, seul. Mon parcours, j'ai fait une école en orthopédie, fourmier liégiste en podologie. Suite à ça, j'avais un stage à faire en botterie parce que c'est ce qui m'intéressait le plus, c'était plus noble. Donc je suis allé voir M. Dimoro qui m'a pris en stage pendant une quinzaine de jours. Suite à ça, ils m'ont demandé si je voulais faire un apprentissage chez eux. J'ai dit oui. J'avais 26 ans à l'époque, donc j'étais âgé pour le métier. Mais comme j'avais ça en moi et j'étais motivé, bon, bah, ça roulait tout seul. La maison Dimoro a fermé, il fallait trouver un local. M. Capopioco avait un fils qui travaillait chez Vano. Tous les trois, on a trouvé un deal, un local, et on a continué à faire l'opéra. Suite à ça, je me suis fait une clientèle. J'ai travaillé aussi pour Galvin, qui était une maison qui faisait le spectacle, comme pour Robert Hossein et ainsi de suite. Bon, c'était moins valorisant au niveau de travail, donc je suis resté très peu de temps. Jusqu'au jour où Crockett & John a décidé de créer une boutique à Paris, et Thierry Duhem, notre ancien directeur, est venu me chercher pour faire le mesure. J'ai été salarié pendant 7, 8 ans, 10 ans, je m'en souviens plus trop. Et suite à ça, je me suis un petit peu décroché, créé ma propre société avec leur accord, et dont je représente le mesure pro Crockett & John dans le monde. Le client Crockett & John qui veut se faire une paire de chaussures est obligé de venir. Moi, je ne me déplace pas. Dans le sens, il faudrait que j'ai plusieurs clients en même temps. Et si je suis à l'extérieur, je ne suis pas ici. Et comme je suis seul, vous comprenez, c'est quand même beaucoup de travail et je ne peux pas être partout. La clientèle, depuis 2 ans, elle a beaucoup bougé. Ça dépend, parce qu'après, les clients qui ont déjà des paires, évidemment, c'est plus facile, c'est plus rapide. Moi, ici, dans l'atelier, je fais tout ce qui est forme, patronage, essayage, piquage de tige, ainsi de suite. La chaussure définitive, je la fais chez moi. Pourquoi? Parce que quand vous êtes en train de faire une paire de chaussures, la semelle a été mouillée et vous êtes en train de la coudre et qu'elle s'évapore. Pourquoi? Parce qu'il fait chaud dans le magasin, que vous êtes dérangé par des clients et ainsi de suite. On ne peut pas travailler correctement. Donc ça, je le fais chez moi. Donc après, suivant le nombre d'heures, les week-ends, le soir, je peux sortir 2, 3 paires. Tout dépend. Voilà, si on part de zéro, à la chaussure finie. Il faut compter de toute façon 60 heures par paire de chaussures. Après, sur une paire où j'ai déjà les formes et tout, et j'ai déjà fait l'essayage, une quarantaine d'heures, peut-être un peu moins. Donc pour une paire de chaussures, le client d'abord prend rendez-vous. Il me faut une vingtaine de minutes pour faire une prise de mesure, avec différentes mesures du pied. Suite à ça, on discute du produit. J'ai des pieds modèles. On regarde s'il veut des bouts ronds, des bouts carrés, longs, fins, par rapport à ses exigences. Maintenant, quand le client ne sait pas, je fais à ma façon. De toute façon, il y aura un essayage. Suite à ça, je fais une forme en bois qui va correspondre à sa morphologie et à son style qu'il a choisi. Quand je pense que la forme est bonne, je fais un patronage, sans être sûr à 100% qu'il est bon. Suite à ce patronage, je fais une maquette, un essayage. Et là, on voit tous les paramètres, si le confort, si la ligne, et ainsi de suite. Et quand tout est bon, là, il peut déterminer la poserie, le détail de travail et la tige finale qui est le montage. Premièrement, il faut une forme. Suite à la forme, on met une première de montage qui fait 6 mm, qu'on va clouer, qu'on va laisser sécher. Dessus, je sculpte un mur où toute la chaussure va être montée. C'est-à-dire la tige c'est la chaussure non montée. D'accord? Il faut préparer des bouts durs, contreforts. C'est des parties rigides que je fais moi-même, évidemment, rien n'est fait. Hein. Tout est fait à l'ancienne. Hein. Là, on ne peut pas tricher parce que chaque cas est différent, chaque pied est compliqué. Le fil, pareil, il faut le faire. Il n'y a pas de fil tout fait, ça serait miracle et on gagnerait du temps, effectivement. Une fois que tout ça est fait, on monte la chaussure, on coud la trépointe, on rajoute une semelle et on coud la semelle. Et après, il y a toutes les étapes de talon qu'il faut râper, verrer et finir à la main. Donc le tout est fastidieux et physique, hein, et long. Alors déjà, je commence à me lever à 5h18. C'est réglé comme une horloge. Il me faut 1 heure pour me préparer, déjeuner, ainsi de suite. Je pars de chez moi à 6h18 ou 19, mais pas au-delà, parce que j'ai un bus à prendre qui m'emmène dans une gare de Fontainebleau et qui m'amène à Paris. Donc je fais le trajet tous les jours. Il me faut 3 heures par jour de transport. J'arrive très tôt à Paris. Pourquoi? Parce que ça me permet d'être tranquille. Le magasin ouvre à 10h30, mais comme ça, je peux avoir mes clients. Et donc, on est tranquille, on peut discuter pour un projet ou pas. Et donc, le matin, c'est quand même beaucoup plus reposant. Après, la journée se bouscule, il y a du monde, parce que bon, dans l'enceinte de la boutique, il y a aussi le prêt-à-porter. Donc, il y a des va-et-vient.
Moi, dans ma journée, quand j'arrive au travail, j'ai programmé telle et telle chose, soit du patronage, soit de la forme. Je mixe un peu tout, hein. Je prends pas un produit et je le finis. Pourquoi? Parce que j'étais toujours habitué à passer du coq à l'âne. Et comme ça me permet d'avancer, d'être un petit peu sur plusieurs opérations. Maintenant, il faut savoir que moi, j'aime bien être sous pression. Quand je vois que j'ai une baisse de boulot et que malgré que je suis toujours débordé, je préfère être même sous pression, ça me permet d'avoir des idées beaucoup plus claires, plus vives et plus réactives. Et c'est vrai que quand j'arrive au magasin et je me dis tiens aujourd'hui je vais faire ci, ça, et en fait je fais le quart parce que entre les clients qui ont pris rendez-vous, les clients qui n'ont pas pris rendez-vous, qui viennent pour des renseignements et ainsi de suite, des fois ce que je devrais faire une journée me faut une semaine. Après aussi, quand je travaille sur une forme, des fois je vais passer 2, 3, 4 jours sur une forme, je n'arrive pas à la sortir parce que voilà, vous pensez à autre chose, vous la laissez de côté, je la reprends et puis en 2 minutes j'ai les idées claires et je peux la faire aussi. Donc le temps, c'est moi qui le gère. Après, chez moi, ici, ici, comme je vous dis, j'arrive à 8h, 16h30, je suis parti. J'arrive chez moi à 18h30, pour une heure de détente. Et après, soit j'ai des pairs en cours, c'est souvent le cas, donc je travaille jusqu'à 11h à peu près. Le week-end, c'est pareil, je me laisse un peu de détente le samedi quand je peux. Sinon, après le dimanche, je travaille aussi la journée ou le soir. Après, tout dépend, hein, les urgences de clients ou pas. Hein. Quand c'est très urgent, je dors sur place, hein, c'est pas un souci. Hein. Moi, les heures, je les compte pas, du moment que le produit est fini et livré à temps. Aujourd'hui, si vous voulez, il faut aller chercher le client. Pourquoi? Parce que les clients fortunés sont partis, sachant, comme tout le monde le sait, qu'on vous taxe et qu'on vous prend beaucoup d'argent en France, donc les clients s'en vont. Donc, vous les voyez moins. Les étrangers ne vous connaissent pas forcément, ou ils n'osent pas, ou ils ne se déplacent pas. Donc, aujourd'hui, il faudra aller le chercher, le client. Mais pour ça, il faut avoir une structure, il faut avoir des gens qui s'occupent de ça. Moi, je suis trop pris par le temps par rapport à mon travail, par rapport à mes commandes. Je suis toujours un petit peu, pas à la bourre, mais j'ai toujours une tonne de choses à faire, donc je ne peux pas me permettre de me déplacer. Maintenant, si quelqu'un se chargeait dans l'enceinte de la grande maison, ou quelqu'un qui voudra le faire moyennant une finance, évidemment, gérer ça dans des boutiques ou autres, bon, je me déplace pour 2, 3, 4 clients, ça c'est possible, je le fais 2, 3 fois. Maintenant, moi, je ne peux pas mettre ça en place et je pense que je serai vite débordé et j'ai que 2 mains et il y a des fois, je sature et quand je prends des vacances, c'est mérité. Aujourd'hui, j'arrive à couper le lien entre mon travail et chez moi, qu'avant, j'avais encore le travail en tête. Mais pendant le transport, j'arrive à couper et voilà. Et ça, c'est bon, c'est l'âge aussi, c'est l'expérience. Dès que je franchis la porte, j'ai tout oublié, les soucis, ainsi de suite. Dès que vous revenez au boulot, les soucis reviennent. Petits soucis, hein, mais vous avez toujours des choses qui vous tracassent et donc voilà. Le métier aujourd'hui, il est compliqué. Pourquoi? Parce que de la formation, il n'y en a plus. Il y a encore les compagnons que je respecte, mais aujourd'hui, l'apprentissage est compliqué, dans le sens qu'il faudrait qu'ils aillent en atelier. Les ateliers, il n'y en a plus, à part des grandes maisons. Alors ils en prennent, mais très peu. Et pour former quelqu'un, déjà pour faire une chaussure complète, vous avez 4 corps de métier. Chaque corps de métier, c'est entre 5, 8 ans, voire 10 ans pour certains, à faire toujours la même chose. Moi, c'est un peu différent parce que j'ai été un peu noyé là-dedans, à me débrouiller tout seul, et j'ai fait beaucoup d'heures, et j'ai pris beaucoup de tapes sur la tête, et ainsi de suite, parce que c'est le métier qu'il voulait. Aujourd'hui, moi, je pense que le métier, il est mort. Les jeunes qui viennent sur le marché, je ne dis pas qu'ils ne savent pas faire de chaussures. Entre la faire des chaussures esthétiquement, et la porter, c'est une autre chose. Et ensuite, quand il y a des problèmes, il faut les résoudre. Et ça, les problèmes, quand il faut les résoudre, c'est des années de travail. Hein. Faire une chaussure, on vous montre comment faire une chaussure, les étapes de travail, en tout cas le montage, hein, ce qui est le plus physique. Il y a plusieurs étapes. Le montage, c'est ce qui est plus physique. Il faut tirer, vous êtes assis, vous êtes courbé, il faut taper sur les jambes. Après, il y a le patronage, il y a le piquage. Déjà, tout faire, c'est pas possible. Ça, c'est un métier qui n'est pas possible. Il faut choisir un département et l'exercer. Et une fois que vous l'avez exercé, à ce moment-là, vous prenez des heures et vous faites autre chose et autre chose. C'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai appris à faire du montage. J'ai monté des essayages pendant 3-4 ans. Suite à ça, après, je montais des paires, petit à petit, pas trop compliqué, et ainsi de suite. Et je me suis fait la main. Mais en plus de ça, le soir, je faisais du piquage. Je suis allé quelques fois au siège chez les compagnons pour faire du patronage parce que j'en faisais pas assez. Et après, il faut en faire, hein, de toute façon. Mais le problème, il faut que vous ayez des maîtres d'œuvre derrière, qui aient l'expérience et qui vous guident. Hein. Ils apprennent comme ça, mais après, ils n'ont pas l'expérience. Le plus important, c'est ce qui ne se voit pas dans une chaussure. Une trépoine bien cousue, des boudures bien tapées, bien parées, bien collées. Tout ça, c'est des détails. Ce n'est pas parce qu'elle est belle, finie, bien polichée que c'est un beau produit. Et après, quand le client met la chaussure, s'il les porte pendant X temps et qu'on voit qu'elle se déforme,
Donc c'est ça. Et ça, ça s'apprend pas nulle part. Ça, faut être dans un atelier avec des anciens qui vous apprennent. Hein. Ça, il n'y a pas à tortiller. Donc après, c'est sûr, hein, tout le monde fait de la chaussure. Hein. Moi, j'ai vu des jeunes, au bout de 2-3 formations, ils arrivent à monter des godasses, sont belles. Mais quand vous regardez le détail, c'est pas ça du tout. Hein. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est ce qui ne se voit pas. Ce qui se voit, c'est facile. Je suis un peu cru, un peu direct, je dégoûte les jeunes parce qu'il y en a beaucoup qui veulent tout laisser tomber pour faire ça. Je leur dis, faites ça en hobby. On vous donne des conseils, tout ça. Ça, c'est possible. Maintenant, rentrer dans un atelier, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que ce sont des métiers très complexes, où on ne gagne pas vraiment sa vie, où le produit est très cher, et de toute façon, vous ne pourrez jamais le commercialiser, à moins d'avoir un emplacement ou un nom reconnu au fil des années, mais il faut être souvent lié à une grosse structure pour qu'on vous reconnaisse, parce que les clients, évidemment, ils veulent la qualité, mais ils veulent quand même une griffe, et ça va ensemble. Hein. Aujourd'hui, le jeune qui veut s'installer, à moins qu'il ait des très très gros budgets, qu'il ait un très très bel emplacement, avec une très très belle boutique et une très belle communication, il faut qu'il soit vraiment au top. Je ne vois pas trop. Hein. Après, moi, c'est mon opinion. Hein. Les autres pourront penser autre chose. Hein. Moi, j'oriente les jeunes à faire du piquage, du patronage, hein, parce que là, en industrie, on peut rentrer. Hein. Il y a encore des industries ou à l'étranger qui peuvent le faire. Et à ce moment-là, après, faire son trou, essayer de rentrer chez des bottiers, des petits bottiers qui peuvent se permettre de perdre du temps et les former un petit peu à l'étranger, il y en a encore. Hein. Bon, voilà. Même moi, ici, je ne peux prendre personne, parce que je ne suis pas tout le temps là. Je n'ai pas la place. Et pendant ce temps-là, je ne peux pas être avec un client, et les clients ne peuvent pas être dérangés. C'est compliqué, quoi. C'est un métier qui est mort, et pourtant, il y a de la demande. Hein. J'achète beaucoup de presse parce que j'aime bien voir les images, j'aime bien voir les... Voilà, il y a des photographes quand même compétents qui font des belles choses, il y a des belles écritures. Bon, tout ça m'intéresse. Après, effectivement, quand je cherche un produit, je vais sur le net. Mais je ne vais pas forcément sur les blogueurs ou des choses comme ça. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, je pense qu'ils ne sont pas forcément très informés sur tout. Maintenant, nous, on est une niche. Dans le vêtement aussi, quand on est au top, on est des niches, les gens nous connaissent. Après, il faut juste qu'ils fassent la démarche de venir. Ils n'osent pas, ils ne savent pas. Concernant la fabrication des uns des autres, après, c'est sur la quantité. Hein. Faire une paire, et tu mets 3 mois pour faire une paire, tu peux faire, moi je peux le faire, hein, je vais passer beaucoup de temps. De là à en faire 8 paires par mois, nickel, c'est pas la même limonade. Parce qu'il faut gagner sa vie. Et avec ce métier-là, tu ne gagnes pas ta vie. Tu as 1 000 € de matière première, tu as un petit salaire. Moi, j'étais avant salarié de Crockett John, maintenant je suis indépendant, je prends le même salaire, sauf qu'aujourd'hui je paye mes charges, donc c'est moins avantageux. On n'en vivra pas. Par contre, nous, on ne fait pas ça pour gagner de l'argent, il faut pouvoir payer tes frais fixes, évidemment, mais on fait ça plus par passion et on mourra avec passion. Voilà, donc tout ça, c'est vrai que la presse en a parlé, pas assez, quoi. Hein, pas assez de... Je pense que la presse, quand on parle, nous, dans le métier, après, bon, ils schématisent. Ils ne voient pas vraiment la difficulté, le coût des produits et tout ça. Bon, ils en parlent, mais c'est vite fait. Donc le client n'est pas informé. Quand il vient ici, que je leur dis, voilà, il faut compter 3 500 € pour une paire, moi je ne fais pas 50 prix parce qu'on ne va pas rentrer dans les détails comme font des maisons. À part, moi c'est surtout le temps de travail. Souvent les modèles sont plus longs, on facturera. Après, quand il y a des habitués, on leur fait des prix aussi, parce que c'est comme ça. Ben, tu sais, on est très peu. Donc, le client, ils savent. Tout le monde. Moi, il y a plein de gens qui me connaissent. Tu vois, moi par exemple, j'ai une page Facebook que j'anime pas forcément, parce que c'est J'ai une page, j'ai mis sur Instagram des photos que je ne suis pas à jour, parce que je m'en moque. En fait, tout ça, ça n'apporte rien. Tout ça, c'est juste pour des piques-assiettes qui veulent voir ce que font les autres et qui aiment et tout. Mais ce n'est pas des clients. Nous, nos clients, c'est les clients qui aiment, qui ont les moyens et qui ont un budget dépenses par mois conséquent. Et c'est souvent des étrangers. Parce que le français, même s'il a de l'argent, il a une mentalité qui est compliquée. C'est-à-dire que moi j'ai plein d'amis qui gagnent très très bien leur vie. Ils vont se poser la question, j'en ai besoin, j'en ai pas besoin, finalement j'en ai pas besoin. Donc en fait tu n'as besoin de rien. Moi je serais l'inverse. Moi dès que j'ai l'argent dans ma poche et qu'il y a un produit qui me plaît, si j'ai l'argent je l'achète. Même si je fais une erreur. Mais je suis content de l'avoir fait, quoi. En général le français c'est un radin, c'est une pince et je pense que c'est ça le problème. Les autres pays, d'ailleurs, si vous prenez un Français qui va en Angleterre, il n'a pas la même mentalité. Il se met à la mentalité anglaise et là-bas, il dépense plus facilement. Maintenant, c'est vrai aussi qu'en France, il faut dire ce qui est. Les prix sont exorbitants, hein, ils margent énormément, les commerçants. Alors après, en vrai ou en tort, je ne sais pas. Moi, personnellement, je sais que je ne marge pas quand je facture 3 500 € une paire de chaussures, 60 heures de travail, vous avez 800 000 € de matières premières. Vous faites le calcul, si je prends 15-20 € de l'heure, ce qui est ridicule par rapport à d'autres. Moi, je préfère facturer moins et avoir un roulement de clients que d'avoir 3 clients dans le mois avec des prix qui, tôt ou tard, ne viendront plus. Moi, je fais de la moto avec mon fils, j'aime tout, en fait. J'aime tout. Donc, quand je ne sais pas, je vais voir
sur les blogs et je fais mon analyse. Et je m'aperçois qu'en fait, il y a du vrai et du faux. Comme ce sont des amateurs souvent, il y a une partie de vrai, donc ça t'ouvre l'esprit, mais il ne faut pas aller au fond de l'histoire. Tu fais ta propre histoire. Donc ça t'ouvre quand même. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui mettent en avant des choses pour des novices. Hein. Après, nous, en tant que professionnels, on est tellement tordus, tellement pointus que c'est pas toujours vrai. C'est pour ça que je les conseille, que ce soit dans mon domaine, la chaussure, le vêtement, ou dans d'autres domaines, qui se renseignent auprès des professionnels. Moi, n'importe qui me téléphone pour un renseignement, pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça, pourquoi tel fil, tel machin, tel truc, je donne le détail, ils peuvent le poster, il n'y a aucun problème, parce que c'est généralisé, c'est pour tout le monde pareil. Et je préfère comme ça plutôt qu'ils fassent, eux, leur propre analyse, qui n'est pas forcément toujours bonne. C'est pas que c'est faux, mais c'est pas très correct. Alors moi, c'est peut-être parce que je suis un peu tordu, et je suis très carré, et je veux que ça soit fait, un chat c'est un chat, je veux pas qu'on dévie. Après, c'est peut-être moi aussi qui suis trop exigeant. Maintenant, je pense qu'il faut de tout, hein. Faut juste pas dévier, quoi. Non, moi, c'est surtout la qualité. Des likes, il y en a beaucoup, hein, mais c'est pas pour ça que vous aurez un client, et ça veut rien dire. Moi, je like des fois sur des choses qui me plaisent moi, mais c'est pas forcément plaisant pour tout le monde, hein. Moi, j'ai vu des likes sur des modèles chaussures. Je me dis comment on peut aimer ça. Mais moi, j'ai un œil un peu différent. Après, c'est sûr, pour un novice qui a acheté 2 paires, qui démarre dans la vie, c'est sûr, pour lui, c'est peut-être la 7e merveille du monde, hein, mais il faut qu'il se fasse aussi son opinion, sa culture et ainsi de suite. Hein. Bon, donc voilà, donc je veux pas trop critiquer. Du moment qu'on dit les choses comme elles sont et qu'on dévie pas et qu'on gonfle pas un peu l'histoire, moi je suis assez ouvert. Je vais pas souvent dans les blogs, mais le peu que j'y vais, c'est vrai qu'il y en a, ils font ça sérieusement par passion. Il y en a d'autres qui font ça pour juste donner une image de soi. Alors, celui qui fait ça par passion, il va aller au détail. Ça va être bref et détaillé. Donc, moi, je parle là de technique. Hein. Après, si c'est juste pour mettre une image en avant, bon, bah, prendre une photo et la poster, tout le monde peut le faire. Hein. Bon, moi, je parle surtout de technique. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, c'est professionnel. Il y a un peu de tout. Hein. Donc, c'est compliqué de répondre à cette question parce qu'il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Bon, moi, c'est vrai que je regarde de tout quand même, hein, et je vois, je dis, bah tiens, lui, si je ne les suis pas les uns et les autres, mais si je vois qu'il dévie, c'est qu'il n'a rien à faire là, et donc ça ne m'intéresse pas, je ne regarde pas. Et les gens, je pense qu'ils font la même chose, ils trient et ils regardent, hein, ils fouillent de toute façon partout. Hein. C'est comme quand vous partez en vacances, hein, vous regardez tous les blogs de critiques, et vous voyez qu'il y en a qui sont plausibles par rapport à d'autres. Donc après, vous savez, vous avez l'habitude, et après, c'est vrai que ça pousse comme des champignons, hein, tout le monde se met là-dedans. Je vois pas trop l'intérêt de faire tous la même chose. Bon, après, souvent, il y en a, ils ont besoin de se mettre en avant, de se donner une importance, dans le domaine de la chaussure ou pas, disons je connais, mais en fait, il y en a qui ne connaissent pas forcément. Il y en a d'autres qui sont plutôt plus discrets, qui mettent des choses en avant, qui mériteraient d'être connus, parce qu'ils s'intéressent vraiment en profondeur. Bon, après, c'est pas très important non plus. Hein. Je dis toujours, le consommateur ou le client, il nous appelle, il appelle un professionnel, et en principe... on est ouvert, il n'y a pas de problème. Hein. Un beau produit, il faut que tout soit parfait. S'il y a une étape qui ne va pas, on le voit quand même. Hein. Surtout à long terme, quand c'est glacé, ciré, vous ne le voyez pas, mais en les portant, vous le voyez. C'est vrai que des fois, il y a des produits, moi je suis très content de ce que j'ai fait. Je dis, putain, il mérite cette paire, elle est magnifique, j'aime tout. Hein, c'est comme dans la vie, moi je suis quelqu'un de facile en fait. Hein. J'aime les motos, j'aime les voitures. Après, c'est par rapport à votre budget, par rapport à beaucoup de choses. Vous voyez, moi, je roule en Méhari et ça me suffit. Je roule tout le temps avec ça et je me déplace. Bon, on a une autre voiture, évidemment, mais ça me suffit. Donc, voilà, j'aime le cigare, j'aime boire, j'aime fumer. Dans la limite des choses, j'aime tout. Donc, je ne peux pas dire que j'aime lui plus que d'autres. En tant que comédien ou en tant que musique, je ne me préoccupe pas de ça. Moi, j'écoute. C'est comme un bon vin. Je ne regarde pas l'étiquette. Je le mets dans la bouche, s'il passe bien, qu'il est agréable avec ce que je prends. Qu'il soit à 3 € ou à 200 €, pour moi, ça ne change rien. C'est comme ça que je fonctionne. La musique, c'est pareil. Si il y a une air qui me plaît, qui peut être vieux jeu ou pas, ça, je m'en moque. Si ça me plaît, et je l'écoute. Je m'en fous si c'est tendance, pas tendance. Il y a des choses qui aujourd'hui sont tendance, qui datent des années 80 et que j'ai écoutées. Et il y a 5-6 ans, quand on écoutait, on se disait, ah, bah, c'est has-been, vous êtes à côté de la page. Et aujourd'hui, c'est revenu. Bah, pour moi, l'élégance, c'est la discrétion. Hein, parce que vous pouvez être très bien habillé avec des produits cheap. Hein. Après, c'est sûr, il y a les codes couleurs, on ne peut pas mettre n'importe quoi. Il y a des couleurs de costumes ou de chemise ou autres qui sont pas agréables à voir. Donc après, voilà. L'important, moi, personnellement, hein, vous pouvez acheter, ça m'est arrivé d'acheter même en friperie à une époque, il faut que ça soit bien taillé quand même. Au niveau des manches, les longueurs, les largeurs de pantalon, il faut qu'ils soient ajustés. Hein. Donc pour moi, déjà, c'est ça. Une chaussure, pas forcément prendre de la mesure, vous pouvez prendre un prêt-à-porter. Alors c'est sûr, si vous prenez trop bas de gamme,
Les lignes ne sont pas jolies. Mais après, vous prenez un produit intermédiaire, bon, Croquette déjà, Croquette John, on est quand même dans le luxe là. Et je parle pour des gens qui sont moins fortunés et qui veulent moins dépenser. Il y a d'autres produits qui sont très bien. L'essentiel, c'est pas de faire des erreurs de couleur. Bon, vous voyez, par exemple, je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais les patines, c'est pas mon truc. Parce que moi, mon travail ne permet... C'est pas justifié. La patine, c'est pour ressembler à un de mes confrères qui, à une époque, s'est lancé là-dedans, que c'est très bien. Je trouve qu'ils sont dans une niche, il faut qu'ils restent dans leur niche. Après, tous les autres satellites qui copient, ça, je suis contre. Parce que, voilà, après, il n'y a plus de personnalité. Après, il ne faut pas faire n'importe quoi. Une patine, ça peut être joli si c'est fait discrètement et joliment. Après, mettre toutes sortes de couleurs pour se déguiser et dire « je suis un dandy parce que je porte 50 000 couleurs », c'est plutôt un sapin de Noël qu'autre chose. Ça, c'est pas mon truc. Mais l'élégance, ça tient à rien. Vous pouvez être sapé worker comme moi si vous avez le bon produit et le bon look. Il y a un style, il y a un look. Pour moi, c'est élégant aussi. Hein, c'est pas forcément un costume, 2, 3 pièces, cravate ou pas. Bon, des fois, un projet, je vous dis, c'est rien. Pendant toute une semaine, je pense à changer une poignée d'accélérateur de ma moto, ou une bricole que je dois faire dans le jardin, ou une paire qui me travaille, une paire de chaussures que j'ai en tête, que j'ai envie de la faire, mais le temps me le permet pas parce que les clients me prennent du temps. Et donc voilà, donc j'ai toujours quelque chose. Ouais. Le luxe aujourd'hui, pour moi, je pense que c'est un petit peu galvaudé. Le luxe, ça veut rien dire aujourd'hui. Pour moi, le luxe, c'est un savoir-faire, une qualité de travail. Les trois quarts des gens, le luxe, c'est pas ça pour eux. Ça va être des marques qui ont fleuri du jour au lendemain, qui demain seront plus là, parce qu'il y a des gros budgets communication. Aujourd'hui, le luxe, quand on parle de luxe, en fait, c'est une étiquette dont on a communiqué dessus. Vous pouvez prendre un produit de cheap, si vous avez le budget de communication, vous allez faire un produit de luxe. C'est pour ça qu'il y a des produits, que ce soit dans la chaussure ou autre, il y a des chaussures qui fleurissent comme des magasins, comme des champignons, comme pour le vêtement. Ils communiquent dessus, on a l'impression qu'ils ont toujours existé, qu'ils font des merveilles. En fait, quand vous grattez, c'est juste de la merde. Hein. Et les gens aussi pensent que parce que vous payez cher, c'est du luxe, ce qui est faux. Moi, je raisonne à l'ancienne et je travaille à l'ancienne. Pour moi, je dis encore, le luxe, c'est vraiment un produit traditionnel, qualité. Une chaussure moitié machine, moitié main, moitié bricolée, ça serait plus de la botterie pure traditionnelle. Aujourd'hui, les gens parlent de mesure, demi-mesure, aux grandes mesures, tout ça, pour moi, ça ne veut rien dire du tout. Ou vous avez la mesure traditionnelle, comme fait moi en chaussures, Loeb, Berluti, Cortez, ainsi de suite, ou en vêtements comme Chiffonelli, ou comme De Luca, ou d'autres. Eux, c'est des traditionnels, c'est de la grande mesure, c'est la mesure traditionnelle, point barre. Demi-mesure, petite mesure, ça c'est pour noyer le client. Ça pour moi c'est du chinois, je comprends rien. Et je veux pas comprendre.